Salut la meute. Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est le TP de la vidéo qui est sortie mercredi dernier, donc les travaux pratiques. En fait, si vous avez bien regardé toute la playlist, il y en a déjà deux. Je considère que c'était des TP. Les TP, c'est quoi? C'est simplement une mise en pratique de certaines choses qu'on a vues précédemment. Et là, on va profiter que le sujet est encore tout chaud pour voir comment est-ce qu'on contre l'ange et le joueur de flûte. C'est parti. Contrer l'ange. On met en pratique les principes de base. La condition de victoire de l'ange, c'est de mourir le premier tour, que ce soit la première journée ou la première nuit. La condition de victoire des loups-garous et des villageois est donc avant tout de ne pas éliminer l'ange la première journée et la première nuit. L'ange, c'est un rôle simple à contrer, mais ça reste compliqué à le mettre en pratique parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord avec la stratégie et que personne ne discute quoi que ce soit. Il risque donc d'y avoir des situations de jeu dans lesquelles vous n'arriverez pas à mettre en place cette stratégie parce qu'il va rester des joueurs qui vont rester dans la paranoïa un peu normale du jeu du loup-garou, alors qu'ici, il n'y a aucune raison que ça soit le cas. Ne soyez pas méchant avec ces joueurs, c'est tout à fait normal, il suffit juste de mieux leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent. Avec ces joueurs notamment, vous allez devoir leur expliquer le principe de la condition de victoire inversée, parce que il faut vraiment que ça soit compris. Et une fois que ce sera compris, ils comprendront que peu importe que vous soyez loup-garou ou villageois, vous n'avez aucune raison de les verner ce tour-ci. Pour que l'ange ne meure pas la première journée, c'est très simple, il ne faut tuer personne. Les loups-garous, même plan de jeu, ne tuez personne la première nuit au risque d'éliminer l'ange, ce qui le ferait gagner. La journée par contre, attention, si personne ne vote, bien évidemment l'ange va voter pour lui-même et il gagnera la partie. La solution c'est donc d'annuler le vote par une égalité générale. Si jamais vous utilisez le vote par accusation, c'est encore plus simple, il suffit juste de ne pas accuser du tout, comme ça au moins on est sûr il n'y a pas de vote, il n'y a pas de mort, la journée se termine sans problème. L'ange va voter pour lui, donc il n'y a pas 36 000 solutions. Par exemple, vous pouvez pas faire une égalité en disant chacun vote pour son voisin de droite, c'est pas possible. Par contre, si tout le monde vote pour soi-même, alors il y aura une égalité parfaite entre tous les participants. Et du coup, je crois que vous comprenez un peu pourquoi ça va être compliqué de convaincre tout le monde d'adopter cette stratégie. Il suffit d'un seul loup-garou qui ne respecte pas cette stratégie pour qu'un simple villageois soit éliminé à coup sûr. Et ça, en général, en tant que simple villageois, on n'a pas envie que ça arrive. Que vous soyez loup-garou ou villageois d'ailleurs, vous risqueriez d'être tenté de profiter de la situation pour éliminer la personne de votre choix. En effet, c'est très tentant d'éliminer un autre joueur à ce moment-là. Vu que tout le monde vote pour soi-même, votre vote fera éliminer un joueur et celui que vous avez choisi. Vous risquerez d'avoir envie de le faire. Cependant, c'est le vote qui a le plus de chances de vous mener à votre défaite, donc je vous déconseille fortement de faire ça, ça ne sert à rien. Salut, c'était nouveau sur la chaîne, on fait souvent des vidéos stratégie, donc là ça s'insère dans une série d'axes mécaniques où on voit plein de stratégies intéressantes sur le loup-garou. On a aussi une série stratégie sur les rôles, donc par exemple la dernière qui est sortie, stratégie sur la sorcière, que je t'invite à aller voir, je la mets en fiche. Et pour les habitués, je vous propose de faire un TP en commentaire sur d'autres rôles solo que vous connaissez, histoire de voir que vous avez bien assimilé le concept. Comprendre le joueur de flûte. La condition de victoire du joueur de flûte, c'est de charmer tous les autres joueurs. C'est la même chose pour le Ramallah de Wolfie qui doit infecter tous les autres joueurs. C'est exactement le même rôle, sauf qu'il n'a pas le même nom. Chaque nuit, le joueur de flûte peut charmer 2 joueurs et c'est de cette façon qu'il accédera à sa condition de victoire. La condition de victoire des loups-garous et des villageois devient donc un peu plus complexe. Ils doivent soit éliminer le joueur de flûte et le camp adverse, ou alors ils doivent éliminer le camp adverse avant que le joueur de flûte n'ait réussi à charmer tout le monde. Et là, c'est assez intéressant parce que la condition de victoire est assez complexe et a une notion de timing assez aiguë pour que les deux camps aient deux façons très différentes de gérer le joueur de flûte. Les loups-garous déjà ne peuvent pas éliminer tous les adversaires avant que le joueur de flûte ait charmé tout le monde. En effet, le joueur de flûte charme 2 fois plus vite que les loups-garous n'éliminent, donc techniquement parlant, le joueur de flûte a quand même grandement l'avantage et peut remporter la partie s'il ne se fait pas éliminer avant. Le village quant à lui a une autre problématique, ils ne peuvent pas concentrer tous leurs efforts sur le joueur de flûte. En effet, c'est très difficile de trouver le joueur de flûte en début de partie et la menace des loups-garous persiste, donc ils doivent se concentrer aussi et surtout sur les loups-garous. Heureusement pour tout le monde, les charmés ont le droit de se révéler, ça va être le point central de la stratégie pour éliminer le joueur de flûte. Tout d'abord, comprenez que vous pouvez accélérer la victoire du joueur de flûte en faisant les mauvais choix. En effet, si vous mettez au bûcher quelqu'un qui n'est pas charmé et que les loups-garous éliminent quelqu'un qui n'est pas charmé, en réalité, le joueur de flûte, c'est comme s'il avait charmé 4 personnes en une nuit, parce que les morts ne comptent pas dans le nombre de personnes que le joueur de flûte doit charmer. A l'inverse, si vous éliminez des charmés, vous faites perdre du temps au joueur de flûte parce qu'il aura charmé des joueurs qui ne comptent pas en fait dans le décompte. Mais du coup, est-ce qu'on a vraiment une bonne raison d'éliminer un joueur charmé ou pas ? Eh bien en réalité, éliminer un joueur charmé, c'est super intéressant pour le village. Vraiment top top. Petite démonstration vite fait, imaginons qu'il y ait 11 joueurs dans la partie. Vous êtes innocent.
Dans cette partie, il y a 2 loups-garous et un joueur de flûte. Les autres rôles, peu importe. À vos yeux, chaque joueur aura donc 2 chances sur 10 d'être loup-garou et une chance sur 10 d'être joueur de flûte. Mais comme le joueur de flûte ne peut pas se charmer lui-même, les charmés auront donc 2 chances sur 9 d'être loup-garou et 0 chance sur 9 d'être joueur de flûte. Éliminer les charmés revient donc à augmenter vos chances d'éliminer les loups-garous d'un point de vue purement mathématique. Je vous rappelle que d'une part, vous ralentissez le joueur de flûte en faisant ça, et d'autre part, si vous éliminez les loups-garous avant que le joueur de flûte ait gagné, c'est tout bénef pour vous. Vous en tenir à cette stratégie, ça vous permet d'éviter aussi une dispersion des votes, comme c'est souvent le cas les premiers tours pendant une partie classique de loup-garou dans laquelle les loups-garous prennent particulièrement l'avantage. Pour les sceptiques de la réalité de cette stratégie, Evisquid nous a fait l'honneur de nous faire une démonstration mathématique sur notre Discord pour savoir si cette stratégie fonctionne vraiment ou pas. Et en fait, mathématiquement, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais, vraiment. Donc rejoignez le Discord, c'est dans la description. Voilà, c'est placé. La prise en otage des loups-garous. Il y a quand même un couac avec cette stratégie, c'est qu'il faut bien que quelqu'un élimine le joueur de flûte. Et qui va le faire d'après vous? Les loups-garous. Ils n'ont pas le choix, ils sont pris en otage avec cette stratégie. En fait, le village ne va pas laisser le choix aux loups-garous. Loups-garous, la menace joueur de flûte n'est pas suffisante pour que le village arrête de vous poursuivre. Mieux que ça, le pouvoir du joueur de flûte leur donne beaucoup plus de chances de trouver des loups-garous, donc ils vont pas s'en priver. Votre plan de jeu n'a pas comme option de désobéir à la stratégie proposée par le village, car étant donné que le village ne va pas chercher à éliminer le joueur de flûte, un seul tour de donner au joueur de flûte et c'est la défaite assurée. Par contre, votre option, ça reste encore de pousser le village à chercher le joueur de flûte aussi durant la journée, au moment où ça commence à sentir le roussi, à être un petit peu tendu. L'idée, c'est de leur faire peur sur le caractère urgent de trouver le joueur de flûte tout de suite. Bien entendu, vous faites passer pour un simple villageois, donc ça va peut-être donner l'impression à d'autres personnes qu'il y a d'autres villageois qui s'inquiètent. Si aucun d'entre vous n'est mort, alors peut-être que l'un de vous peut se révéler afin de négocier avec le village à l'approche de l'issue fatale. En faisant ça, vous devenez le négociateur public de votre propre camp et ça peut complètement changer la façon dont la partie va se dérouler contre le joueur de flûte. Faites ça à un moment clé où le village ne pourra pas voter contre vous, car s'ils perdent un tour à voter contre vous, alors ils propulseront le joueur de flûte à une victoire imminente. Ceci dit, on voit très bien que vous n'avez pas du tout le pouvoir ici, étant donné que vous êtes obligé de révéler l'un des vôtres pour avoir une chance de vous en sortir correctement. Et d'ailleurs, s'il ne reste qu'un seul loup-garou parmi les non charmés, il va bien falloir qu'il se révèle de façon à ce qu'on sache lequel des deux joueurs non charmés est le joueur de flûte et lequel des deux joueurs non charmés n'est pas le joueur de flûte. Voilà, j'espère que ce petit épée vous aura pas mal intéressé, et en tout cas moi ça m'a vraiment plu de le faire. Prochain axe mécanique, n'hésitez pas à proposer en commentaire ce que vous voulez voir. Je sais pas trop encore ce que va être le sujet du prochain axe mécanique, donc peut-être que vous avez des questions, des suggestions à me faire, donc je vais sûrement piocher dans les commentaires. Et le village s'endort.